Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'endossement de plusieurs exposés et décrets relatifs au secteur des affaires étrangères, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que l'industrie. Nos compatriotes à l'étranger se préparent pour les législatives du 12 juin, J-4 avant la fin des dépôts des candidatures. Certains candidats des listes indépendantes et partisanes ont souligné des difficultés dans les procédures administratives pour le dépôt de dossiers. L'ANI, sur place, a été sollicité pour proposer des facilitations. Et puis on parlera également de l'évolution de la Covid-19 en Algérie. Depuis quelques temps, nous avons remarqué un relâchement des mesures barrières, notamment dans la capitale. Conséquence des chiffres en hausse, nous tenterons de comprendre les raisons de ce non-respect des mesures sanitaires. Voilà pour les titres de l'actualité pour ce dimanche. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres. Cette réunion a été consacrée à l'examen et l'endossement de plusieurs exposés et décrets relatifs au secteur des affaires étrangères, le secteur de l'éducation nationale. Également concerné dans cette réunion l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le secteur de l'industrie était également au menu des points qui ont été abordés lors de cette réunion qui a été tenue aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les détails de cette réunion à suivre dans nos prochaines éditions. Et suite à l'information qui a été relayée dernièrement concernant les modifications opérées au niveau des limites territoriales de certains wilayas du Sud, après la promotion récemment de 10 wilayas du Sud, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire affirme que la loi 1912 décrétée le 11 décembre 2019 et complétant la loi 8409 décrétée le 4 février 1984, celle relative à l'organisation territoriale du pays, est toujours en vigueur, souligne le ministère de l'Intérieur. Cette dernière n'a fait l'objet d'aucune révision. À cet effet, le ministère rappelle que le découpage territorial du pays est soumis exclusivement à la loi du pays, conformément à l'article 139 de la Constitution. On parle justement d'un exemple de ces wilayas nouvellement créés, donc situé à une dizaine de kilomètres au sud de Mnéa. Le pôle urbain, c'est un nouveau pôle de Hassil Gara, est en cours d'achèvement, de quoi donner forme et surtout de la vie à cette wilaya nouvellement promue. Yamina Saïdji. La récente promotion des 10 circonscriptions administratives du sud du pays en wilaya à part entière revêt une grande importance. Une promotion qui rapproche l'administration du citoyen et répond à son besoin de développement socio-économique avec plusieurs projets d'envergure comme ce nouveau pôle urbain de Hassil Gara en cours de réalisation. Un projet qui s'étend sur une superficie de plus de 600 hectares.
Cette nouvelle wilaya compte plus de 2800 lotissements sociaux. Nous avons aussi plus de 337 lotissements ruraux, plus de 1300 logements sociaux et une centaine de logements ADL et enfin 100 logements LPA en cours de réalisation. La livraison du nouveau pôle urbain dépend du raccordement au réseau électrique. Le seul problème qui se pose est le raccordement au réseau électrique à l'intérieur du pôle urbain. Nous avons désigné un responsable chargé du projet. L'étude est quasiment finie. La concrétisation du projet de la nouvelle ville va donner une nouvelle image à la wilaya. En plus de donner une nouvelle image à cette wilaya, ce pôle urbain permettra de booster la dynamique de développement local et de mieux prendre en charge les attentes de la population. Nos compatriotes à l'étranger se préparent pour les prochaines législatives du 12 juin, J-4 d'ailleurs avant la fin du dépôt des candidatures. Certains candidats des listes indépendantes et partisanes ont souligné malgré cela des difficultés dans les procédures administratives pour le dépôt de dossier. L'ANI, de son côté, a été sollicité pour proposer des facilitations. Exemple à Marseille avec Afab Belouchat. À J-4 de la date butoir des dépôts des dossiers de candidature à la députation, la pression monte pour les listes indépendantes soumises à l'obligation de collecte de 400 parrainages sur une zone qui s'étend sur la moitié du territoire français, comme ici dans la zone 2. Et ça demande la présence physique de ces personnes. Et ces personnes, parfois, ils viennent de Salon de Provence, d'Avignon, d'un peu partout. Et dans le contexte sanitaire actuel, c'est pas chose facile. Une préoccupation relayée à Alger par les délégués de l'ANI. La question vient d'être tranchée en faveur des potentiels candidats. La dernière circulaire que nous avons reçue de l'ANI est un grand pas en avant, en ce sens que nous avons autorisé les souscripteurs à pouvoir aller légaliser leurs documents au niveau d'une mairie française. Avec à la charge du candidat de récupérer toutes ces souscriptions, de les emmener au consulat de la circonscription consulaire pour vérifier que les intéressés sont bien immatriculés. Autre difficulté majeure exprimée autant par les indépendants que les représentants de partis politiques, l'obtention du fameux extrait de rôle. Les candidats donc, à la candidature rencontrent ces difficultés justement pour récupérer le document exigé. L'extrait de rôle en Algérie, bon, ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui réside ici. Surtout si la personne en plus est née ici, puisque bon, sur les listes, nous avons maintenant 50% de jeunes, donc de moins de 40 ans. L'extrait de rôle, c'est fiscal. Donc il n'y a personne qui travaille là-bas. Tous on travaille ici. Donc c'est un peu ambigu. Mais dans la zone 2, le chemin des candidats à la candidature n'est pas fait que d'embûches grâce à l'écoute du coordinateur de l'ANI, soutenu par l'administration. حتى كاين حتى تسهيلات من طرف السلطه انه لو كان ما قدرش تحصل على مثلا مناصفه 100% فالمندوب المحلي يقدر يعطيك نقولوا احنا رخصه انك يقبل لك الملف تاعك لانك لقيت صعوبات. On a trouvé ce qu'il faut. Évidemment, on a une seule femme et on va demander une dérogation. Donc puisqu'on n'a pas complètement la parité. Reste le nouveau mode du scrutin qui bousculera les habitudes des électeurs, notamment les plus âgés. L'impression des photos des candidats sur les bulletins de vote semble être une solution très attendue. Peut-être que la chose paraîtra obscure au niveau de l'électeur pour l'électeur qui ne saura pas comment il faudra procéder au moment du vote. C'est-à-dire, doit-il cocher, doit-il choisir. Justement, l'idée des photos fait son chemin. De son côté, ANI et administration travaillent main dans la main pour assurer les conditions sanitaires et légales d'accueil des quelques 28 000 électeurs attendus dans la zone 2. Et puis dans l'actualité en Algérie également, la ville de Ain Fakroun à El Bouaghi a été témoin ce matin d'un violent accident qui a causé 16 blessés. Les services de la protection civile ont intervenu rapidement pour évacuer les blessés vers les hôpitaux les plus proches. On écoute la déclaration du représentant de la protection civile. L'unité secondaire de la protection civile au niveau de Ain Fakroun a intervenu ce matin suite à un accident de la route où un bus de transport de voyageurs a dérapé sur sa ligne située dans l'axe Sharia à Constantine et percuté le mur d'un logement sur le boulevard du 1er novembre ici à Ain Fakroun. Cet accident a causé 16 victimes aux blessures plus ou moins graves. Ils ont pu être évacués sur place à bord de nos ambulances vers l'hôpital de la ville. Ils sont donc au nombre de 16, dont
dont une jeune femme dont la jambe a été amputée et que nous avons évacuée vers l'hôpital de Constantine. Peut-être un dénouement pour la situation qui concerne les employés d'Algérie Post. L'entreprise vient de décider le versement des primes de rendement individuel et collectif à compter de juillet prochain et appeler aussi les employés grévistes à rejoindre leur poste du travail. Il faut rappeler que les travailleurs et employés d'Algérie Post ont entamé le 12 avril une grève illimitée et sans préavis, une grève qui a été jugée illégale par la justice. Ces derniers avaient exprimé des revendications socio-professionnelles. On fait le point avec Bouchra Abouali. Après 5 jours de débrayage, la direction générale d'Algérie Post a finalement décidé, suite à une réunion tenue samedi, de verser à ses salariés les primes de rendement individuel et collectif à compter de juillet 2021. Les PRI-PRC seront versés au taux maximal de 40%, répartis en 25% du salaire de base pour la prime de rendement individuel, en fonction de l'évaluation individuelle, et 15% du salaire de base pour la prime de rendement collectif, selon les résultats de l'effort collectif. Pour désamorcer cette crise qui a commencé la veille du premier jour de Ramadan, la direction générale d'Algérie Post a pris une série de mesures de nature à répondre aux revendications socio-professionnelles de ses employés. Il s'agit entre autres d'octroyer à chacun d'entre eux 2 jours de repos par semaine après le mois sacré, suivant un programme adéquat garantissant la continuité du service postal. Il est également question de régulariser avant le 30 mai 2021 le statut de tous les travailleurs faisant fonction autre que celle prévue dans leur décision de nomination. La direction générale s'engage par ailleurs à examiner dans un délai n'excédant pas 3 mois tous les cas de suspension conservatoire de manière à garantir la protection du travailleur contre les suspensions arbitraires. À noter que ces mesures s'ajoutent à la prime d'intéressement dont une partie a été versée au début du mois sacré et le reste après approbation du bilan annuel 2020 par le conseil d'administration. En dépit de ces mesures d'apaisement, Algérie Post compte engager toutes les procédures juridiques et réglementaires en vigueur contre ceux qui ont entamé une grève illimitée et sans préavis et qui se sont abstenus de rejoindre leur poste de travail. Et puis le bilan Covid pour ce dimanche, 156 nouveaux cas confirmés, 111 guérisons et 3 décès ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé qui a été rendu public cet après-midi. Les chiffres du Covid connaissent donc une hausse ces derniers jours. C'est la conséquence directe d'un relâchement des mesures barrières, dont notamment plusieurs villes, la capitale y compris. On fait le constat avec Yannis Saïd Pakassam. Nous sommes en plein cœur de la capitale. Dans les places publiques et les marchés, il y a foule et les gestes barrières sont parfois oubliés. Les Algérois font de moins en moins attention aux gestes sanitaires, mais pourquoi un tel relâchement? Nous n'avons pas cette culture de porter le masque, c'est un énorme problème. Je l'ai laissé dans la voiture. Ce masque me démange. J'ai arrêté de porter le masque car il n'y a plus de Covid. On est en sécurité maintenant. C'est bon. Certains n'y croient plus car ils n'ont perdu aucun proche. S'ils en avaient perdu un, ils finiraient par y croire. Même si la vie semble reprendre son cours normal, les cas de contamination au coronavirus ne cessent d'augmenter. Nous avons constaté une augmentation du nombre de cas Covid-19 en Algérie ces 2 dernières semaines. Il est vrai que nous ne sommes pas dans la 3e vague, mais il y a une hausse de cas confirmés. Donc il faut redoubler d'efforts et de vigilance. Les gestes barrières sont toujours de rigueur, port du masque obligatoire et distanciation physique pour éviter la 3e vague. Gestes barrières, distanciation, Selon les spécialistes, les personnes contaminées, notamment les jeunes, sont souvent asymptomatiques et peuvent transmettre le virus aux personnes âgées. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené 4 nouvelles attaques hier, ces attaques ayant ciblé les retranchements, les forces de l'occupant marocain dans les points distincts le long du mur de séparation, c'est ce qu'indique le ministère de la Défense sahraoui. Les unités de la PLS ont bombardé notamment les positions des forces de l'occupant dans les régions de Deken, Adim Ajloud et Akwira Ould Ablel. L'armée sahraoui a ciblé également les positions des soldats marocains dans la région de Rous Fadra et dans le secteur de Houza. Notez également
cette déclaration, nous avons été empêchés par certaines parties d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental occupé. C'est la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, lors d'une réunion avec le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental, qui a déclaré, donc qui a fait cette déclaration. Michelle Bachelet, qui n'a pas donné davantage de détails au sujet des parties en question, a ainsi fait un aveu de taille confirmant l'existence de pressions imposées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme concernant la situation des droits de l'homme dans le Sahara occidental. L'actualité africaine résumée ce soir par Naïma Chekchek. En Tunisie et en raison d'une augmentation notable des cas de coronavirus dans le pays, les autorités ont annoncé hier leur décision de fermer les écoles primaires et secondaires ainsi que les universités, mais aussi l'interdiction de la circulation des transports en commun et des voitures à partir de 19h locales. En Libye, les habitants de la capitale Tripoli ont commencé, eux, hier, à recevoir les premiers vaccins anti-Covid, les autorités donnant la priorité aux personnes âgées et au personnel médical. À l'ouest du continent africain, au large du Sénégal, les Cap-Verdiens ont commencé aujourd'hui à élire les 72 députés qui siégeront au Parlement pour les 5 prochaines années, parmi les 597 candidats issus de 6 partis politiques. Précisons aussi que la pandémie de coronavirus a mis à terre l'économie de cet archipel, très dépendant du tourisme, qui représente 25% de son PIB, le Cap-Vert ayant enregistré en 2020 une récession historique de presque 15%. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahaf Tokum et à demain.